Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le 49e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique européenne. Et pour ce soir, pour parler de ce qui s'est passé dans les derniers jours et ce qui est en train de se passer, car il y a énormément de matchs qui sont actuellement en cours, je serai accompagné ce soir de nos fidèles contributeurs que sont Alexis. Bonsoir. Et Jeff. Bonsoir à tout le monde. Camille étant actuellement au stade Saint-Symphorien, je dis pas de bêtises, pour regarder en train de Metz. pleurer devant le score. En train de regarder Metz, Paris. Il ne peut malheureusement pas être à deux endroits en même temps, mais il sera là demain pour nous apporter sa joie de signer la fin de l'épisode Allegri et nous parler de Bundesliga et également de Serie A. Mais ce soir, le menu qui a été concocté, c'est un peu de Première Ligue suite au multiplex qui a eu lieu il y a quelques instants. Également de la Liga et de la Ligue 1 puisqu'il y a également un multiplex actuellement en Ligue 1. Donc à chaque fois qu'il y aura un changement de score, nous ne nous priverons pas d'en parler et également parler des incidences notamment au classement. Car par exemple à l'instant T, Lille étant menée au score, Brest est virtuellement qualifié sans passer par les barrages en Ligue des Champions. Ce qui est en soi exceptionnel pour les Brestois. Et on pourra également rapidement aussi parler de Serie A puisque la journée est quasiment, la 37e journée est quasiment terminée. Il manque juste 3 matchs qui auront lieu. Un qui est en cours, AS Roma contre Genoa, et les deux autres demain, Bologne-Juve et Salernitana et Las Vérone. Et d'ailleurs le PSG vient actuellement de doubler la mise. Par une très belle action collective, il faut le dire malheureusement. Et là le buteur était le passeur sur le but de Solaire. Donc le passeur se mue actuellement en buteur. Donc Lee Kang-in a marqué. Donc concernant ce qui s'est passé en Angleterre durant cette 38e journée, il y avait plusieurs choses, plusieurs enjeux. Le premier était de savoir, et ça se situe plutôt dans le haut du tableau puisque les 3 relégués étaient globalement connus, c'était Luton, Burnley et Sheffield, puisque Brentford, Nottingham et Everton, eux, étaient déjà assurés de pouvoir être sauvés. Les enjeux étaient d'une part en haut du classement où Manchester City et Arsenal se faisaient la course en tête, où Arsenal avait obligation de faire un meilleur résultat que Manchester City pour pouvoir être champion, pour pouvoir être champion. Il y avait également le fait que Tottenham se devait de gagner pour totalement valider sa 5e place qualificative pour l'Europa League, et également le fait que Newcastle et United devaient eux aussi faire un meilleur résultat que... Mais pour United, ça allait être un peu plus compliqué puisqu'ils ont une différence de but qui est négative. Donc c'était plus compliqué. Mais il fallait sur le principe que, plutôt pour Newcastle, que Newcastle fasse un meilleur résultat que Chelsea pour espérer chipper la 6e place qualificative pour l'Europa Conference League. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Tottenham a bien évidemment facilement disposé de Sheffield. 1 plus 1 égale à 2, Sheffield se fait ouvrir en 2. Ça a été comme ça durant toute la saison. Pire défense de l'histoire de la Première Ligue, 104 buts encaissés. Donc bon, se prendre un 3-0, on va dire que c'était le tarif habituel du côté de Sheffield cette saison. Et donc ils n'ont pas fait long feu face à Tottenham. Luton qui perd 4-2 contre Fulham. Liverpool qui termine très bien contre les Wolves pour la dernière de Klopp. D'ailleurs, une dernière assez émouvante. Magnifique tifo qui a été fait à la gloire de Klopp. Après la fin de match, le fait que il y a une sorte de aide d'honneur dans lequel il y a eu un discours. Toute une organisation pour célébrer Klopp, parce que Klopp
ça n'a rien à voir, c'est du rap et on parle pas de rap ici, c'est pas Booba. Mais le fait est qu'il a également chanté pour... il a également chanté pour l'arrivée du nouveau coach à Liverpool. C'était sympa, c'était cool et qu'il prenne du repos et qu'il revienne quand il voudra revenir. En tout cas, c'est un grand homme et c'est beau et sympa la manière dont ça se termine, pas en résultat comptable, mais plutôt dans la célébration de ce qu'il a pu réamener à Liverpool, qui avait pendant quand même quasiment une dizaine d'années eu une armoire à trophées qui ne se remplissait pas, et notamment ce titre de champion qui les échappait depuis un bon bout de temps, et qui a d'ailleurs permis à Manchester United de les dépasser avant que Klopp leur permette d'en gagner un 19e. Crystal Palace qui termine très fort durant cette fin de saison, hein, c'est remarquable. C'est remarquable ce qu'ils sont depuis leur défaite contre City, vraiment ça carbure énormément. Victoire contre Liverpool, contre West Ham, contre Newcastle, contre United, et là ils écrasent également Aston Villa 5-0. Peut-être qu'Aston Villa a quand même beaucoup de blessés, mais ça justifie quand même pas le fait qu'il se fasse exploser en deux. D'ailleurs, certains des joueurs majeurs de cette équipe, certains des principaux joueurs majeurs de cette équipe-là se sont illustrés, et de quelle manière, que ce soit Mateta ou Eze et également Olise, trois des hommes forts de Crystal Palace cette saison. Va falloir être costaud pour pouvoir réussir à les garder, parce que les trois auront des convoitises. Je pense énormément à Olise qui est suivi par les plus gros, Eze qui fait également un très bon cru cette année. Je ne serais pas étonné de le voir dans une plus grosse cylindrée. Et Mateta, il finit très 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 bien cette saison-là. Dans la, lui c'est sur le dernier mois. On va dire depuis le mois de mars, il marque régulièrement beaucoup. Il a 16 buts marqués cette saison. Non, franchement, c'est d'ailleurs un ancien de chez toi, Alexis, Jean-Philippe Mateta. 3 saisons à Mayence. À Mayence, ouais. C'est ça, et donc lui, il fait une très belle fin de saison. À voir ce que ça va donner durant cet été, mais que ce soit Eze, Olise, les deux, je pense que les offres vont affluer. Mateta fait une saison solide. À voir ce que ça peut donner. En plus, il est français. Et les Français en première ligue, globalement, ça va aussi. Donc, attention Crystal Palace pour cet été. Il y a moyen qu'ils perdent des éléments importants. Chelsea qui fait le taf contre Bournemouth, où Cole Palmer, n'a pas marqué, mais c'est quand même illustré avec une passe décisive pour Sterling. Chelsea qui a assuré le minimum, qui est de gagner pour valider sa place en Europe l'année prochaine. Ce sera donc par la Conference League. Également une belle célébration de Thiago Silva qui repart donc au Brésil. Très très belle célébration de fin, c'était mérité, c'était beau. Et bon vent Monsieur Silva, bonne fin de carrière à Fluminense, excusez-moi pour avoir la bonne prononciation. Et très grand joueur, très grand défenseur, un peu injustement pointé du doigt, alors qu'au final, quand on voit d'un autre angle, quelques années plus tard, c'était peut-être pas lui l'élément friable ou faible dans une certaine équipe du PSG au final. Mais oui, très belle célébration, et c'est cool qu'ils partent comme ça là, en haut, et bon vent Monsieur Silva, bon vent. Nottingham Forest qui gagne contre Burnley, Manchester United qui finit bien cette saison,
en gagnant contre Brighton 2-0. Bien évidemment, il y a un ultime match, le derby contre Manchester City en FA Cup. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a une information aussi par rapport à ça. Newcastle qui fait également le taf en battant Brentford 4-2. Victoire très importante car sa position au classement peut déterminer ce que je vais indiquer tout à l'heure. Et pour finir, bien évidemment, Arsenal devait faire un meilleur résultat que Manchester City. Arsenal a fini par gagner contre Everton. Bien que pour moi, il y avait quand même main de Gabriel Jesus. Sur le contrôle qu'il fait, pour moi personnellement c'est un contrôle de la main. Enfin, son geste il est absolument pas naturel. Il est absolument pas naturel, et même si sa main elle est collée, son bras est collé, mais pour moi il fait de la manière dont il y va, où il oriente son corps, bah ça va sur son bras en fait. Et pour moi là, le deuxième but, le but d'Havertz, n'aurait pas dû être validé. C'est pas grave. Ça n'a pas eu d'incidence. Ça a eu une incidence parce qu'ils ont gagné 2-1. D'ailleurs, Everton a crânement joué sa chance. Et Everton menait dans le match. Mais ils n'ont pas réussi à faire un meilleur résultat que Manchester City, parce que Manchester City s'est imposé 3-1 contre West Ham. West Ham qui a été très 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 décevant. Je trouve très décevant dans le sens où c'était une... Même si en soi je voyais City gagner, parce que ça ne pouvait pas être autrement, et que City maîtrise tellement ces moments-là, ces moments où il faut, quand il faut finir, ils finissent. Quand on leur donne une opportunité de finir, eux, ils ne se privent pas de pouvoir le faire. Donc je ne croyais absolument pas à la capacité de City de pouvoir perdre ce match-là. Pour moi, ils allaient le gagner. Après, il y a la manière. La manière y est totalement. De plus, West Ham a été complètement amorphe, n'a quasiment pas tiré du match, assez déçu de ce qu'ils auraient pu produire et qu'ils n'ont pas produit au final. Et certes, il y a eu un bel éclair de génie de Kudus, il y a eu un but suite à une main de Soucek. La main est complètement justifiée. Il marque vraiment du bras, donc il n'y a aucune possibilité de pouvoir contester cela. C'était un vrai but de la main, pour le coup. Et à part ça, ils ont quasiment rien montré. Et City a dominé de la tête et des épaules ce match-là. Et ce 3-1 est complètement mérité. Complètement mérité. Et City champion pour la 4e fois. City 10 titres de champion d'Angleterre. City qui se rapproche de plus en plus d'Arsenal. Et peut-être que cette 3e place au nombre de championnats gagnés, Arsenal va peut-être la perdre durant cette décennie, si ça continue comme ça, parce que mine de rien, pour aller attraper City, il faut être au plus que parfait. Rappelons-nous. Ils auraient pu, mais ils ont niqué les matchs qu'il fallait pas niquer, tout simplement. Aston Villa, tout simplement. Aussi. Il y a 2 points d'écart, le match contre Aston Villa, tout simplement. Ils ont perdu contre Aston Villa. 3 points perdus, 2 points de retard au final. Malheureusement, le titre il s'est joué là. Si Arsenal faisait un perfect, ils étaient champions. Ils n'ont pas réussi à faire un perfect. Là où Manchester City, on sait qu'il est quasiment l'équipe qui est capable, lorsque tu lui donnes un petit, ne serait-ce qu'un minimum d'occasion de pouvoir te faire la malle, eux ils vont le faire. D'ailleurs, City, leur dernière défaite, ça remonte à 2023 en championnat. Ils n'ont pas perdu en 2024. Ils sont limite frustrants, Arsenal, parce que tu sens que ça fait déjà 1 ou 2 ans voire 3, qu'ils sont vraiment à ça du titre. Et ils se loupent sur, comme tu as dit, sur un match, ou parfois même 2, mais ils se loupent vraiment à pas grand-chose finalement. L'année dernière, ils ont foiré 10 points d'avance en un mois. En avril, ils étaient encore premiers. Au mois de mai, ils étaient plus ils ont tellement foiré le mois d'avril que voilà. Là, ils ont fait une saison quasi parfaite. C'est un grand mot, mais leur saison a été ils ont fait ce qu'il fallait. Sauf que il y avait un moment où ils devaient faire le sprint. Dans le sprint final, ils devaient faire un perfect. Ils ne l'ont pas fait. Et ça s'est joué sur un match. Pour le coup, là, ça s'est pas joué en un mois. Ça s'est joué sur un match, concrètement, le titre.
Et en plus, ils n'ont même pas flanché contre City en championnat. C'est ça qui peut être rageant pour eux. Mais quand tu veux être champion devant City, il faut pas faire d'erreur. Comme le Liverpool, quand ils ont été champions, c'est qu'ils ont appris de leur saison précédente où ils font 98 ou 99 points et ils sont pas champions. Et il faut le rappeler. Une équipe qui n'est pas championne en ayant 90, je crois c'est 87 ou 98, 97 ou 98 points, dans un monde normal, ça n'existe pas. Dans n'importe quel, on va prendre n'importe quelle année de championnat, dans quasiment n'importe quel championnat des 5 années majeures, ça se compte sur les doigts d'une main les années où, avec le nombre de points de Liverpool, tu n'es pas champion. Il y a le Real des 100 points en 2012, si je ne me trompe pas. Le Barça qui a également réussi à aller vers les 100 points. Manchester City qui est également allé dans les 100 points. C'est même cette année-là où ils sont allés dans les 100 points. Ou une autre. La Juventus qui est allée aux 102 points. Record en Serie A. Et je t'en ai cité 4. C'est les 4 qui me vont à l'esprit. Peut-être qu'il y a eu, ça arrivé 5 fois maximum. Sur un siècle. Si on remonte avant, je pense même pas que ça soit le cas. Mais sur un siècle, il y a eu 4-5 équipes qui ont réussi à monter sur les 100 points. Et jamais un deuxième n'a eu autant de points que Liverpool. C'est pour dire le degré de perfection que tu dois atteindre pour pouvoir battre cette équipe en championnat ces dernières saisons. Et Arsenal, il se rapproche. C'est vrai, il se rapproche. Mais c'est pas parce que tu te rapproches que finalement tu vas peut-être y arriver. Liverpool a énormément galéré à ce niveau-là, mais au final, ils en ont pris qu'un seul de championnat. Au final, aussi bons et réguliers ils ont été, ils n'ont pris qu'un seul championnat. C'est pour dire que la difficulté de prendre un championnat à Manchester City, surtout ces dernières années-là, elle est énorme. Et moi, je pense que là, Arsenal va être à un point charnière, parce que ça fait 2 saisons que concrètement, ils doivent être champions, et que c'est eux, c'est même pas Manchester City qui est diamétralement plus fort. C'est City qui profite des erreurs qu'Arsenal fait, notamment. C'est surtout ça. Et c'est là que Guardiola est bon. Oui, bien sûr. C'est qu'il fait son taf et rien à redire, quoi. Même s'il a mis du temps, même si, ok, il y a du fric, ils ont énormément dépensé, ok. Mais il l'a fait. Ouais, il a fait, il a réussi. Après, moi, je pense que vraiment ce mercato-là, on va tomber à un moment charnière du côté d'Arsenal. Dans le sens où, ok, on a compris que tu étais un contender en championnat. Ok, t'as recommencé, t'as fait un quart de finale de Ligue des Champions. Et ben maintenant, concrètement, c'est quoi? Tu es dans ton projet de développer une équipe jeune qui va rouler sur le championnat sur les prochaines années. C'est pas dit que tu vas réussir, mais là, concrètement, pour moi personnellement, à Arsenal, ce que je fais dans le mercato d'été, je recrute 3 profils impérativement. Un latéral, j'aime bien Ben White, mais pour moi c'est un central et non pas un latéral, même s'il fait le taf. Tu prends au moins un latéral gauche de haut standing. Tu prends un 9. Tu prends un 9 type Osimhen, etc. Mais tu prends un 9 de classe mondiale. Tu prends un Osimhen. Tu mets 150 patates s'il faut. Tu mets 150 sur Osimhen. Tu mets l'argent sur un latéral gauche, parce que je suis désolé, tu vas jamais gagner le championnat avec Zinchenko. Un moment, faut arrêter. D'accord, il a cette fibre patriotique par rapport à l'Ukraine, etc. Ok, son combat est noble, pas de problème si on le veut, mais là on est dans un terrain de foot et sur l'instant T on demande de jouer au foot. Et je suis désolé, au poste de latéral, Zinchenko, moi je trouve qu'il apporte pas de garantie. Alors oui, c'est un latéral qui peut rentrer dans le jeu, etc. Mais défensivement, il n'est pas bon.
Et offensivement, je ne trouve pas véritablement qu'il apporte un gap suffisant pour justifier le fait que, oui, il a un profil un peu hybride. Ouais, mais il est latéral, il n'est pas bon en tant que... C'est un latéral qui peut faire le taf. S'il joue dans une équipe mid-tableau, milieu de tableau, ok. Mais dans une équipe de haut de tableau qui veut viser grand chose, je suis désolé. Si c'était un véritable joueur de classe mondiale, Guardiola ne l'aurait pas vendu. Tout simplement. Si Guardiola te vend, c'est que soit éventuellement t'as vraiment donné le choix de vouloir partir et que bon, comme Guardiola il n'est pas dans le conflit, il te laisse, exemple Gundogan, même si au fond il ne voulait pas vendre Gundogan, il voulait pas que Gundogan parte, mais Gundogan il a émis le souhait de vouloir partir, de pas prolonger, donc Guardiola il a laissé. La seule fois où j'ai vu que Guardiola il a fait entre parenthèses un pressing pour vraiment garder le joueur, c'était Bernardo Silva. Et c'est l'une des rares fois où il le fait parce qu'en général, si tu veux partir, il te laisse partir. Il a fait ça pour Sané, il a fait ça pour Sterling. En général, il te laisse. Ou c'est pour des raisons peut-être technico-tactiques. Comme par exemple, Cancelo, qui est un joueur qui est formidable offensivement, mais qui peut être très distrait. Et c'est parfois un peu bizarre de voir à quel point il peut avoir des sauts d'humeur, enfin pas des sauts d'humeur, mais des sauts de concentration qui font que qui font qu'il fait des erreurs parfois très très bêtes. Et je comprends au final pourquoi Guardiola l'a fait partir de City. Je le comprends. C'est pas par rapport à son niveau de jeu en tant que tel, mais c'est que je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup, pour en terminer avec l'APL, il y reste la finale de FA Cup. Il reste là, donc la finale de FA Cup. Là, actuellement, au classement final, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa iront en Ligue des Champions. Tottenham ira en Europa League. Chelsea ira en Conference League. Newcastle est 7ème, Manchester United est 8ème. Si Manchester United gagne la finale de FA Cup, il ira directement en Europa League avec Tottenham. Si Manchester City gagne la finale de FA Cup, la 7ème place est une place, et donc il y a une autre place qui se libère, donc la 7ème place devient qualificative pour la Conference League, et cette place-là est occupée par Newcastle. Donc concrètement, l'année prochaine, il y aura soit Newcastle, soit Manchester City, donc soit Newcastle en Europa Conference League, ou Manchester United en Europa League. Et ensuite, West Ham, Crystal Palace, Brighton, Bournemouth, Fulham, les Wolves, Everton, Brentford, Nottingham Forest, Luton, Burnley et Sheffield. Luton, Burnley, Sheffield qui descendent en D2. Et bien évidemment, lorsqu'on aura les résultats des équipes des playoffs de Championship qui monteront en D1, on ne se privera pas de le dire, tout comme en Ligue 2 lorsqu'on aura les résultats des playoffs. Déjà les quarts de finale, ensuite demi-finale et puis l'aller-retour final entre l'équipe qui finira barragiste en Ligue 1, qui devrait normalement être Metz, et celle qui gagnera les playoffs Ligue 2, tout simplement. Et voilà, donc concernant la première ligue, c'était tout pour l'instant, du moins. Et aussi autre info, c'est par rapport à la Serie A. Je ne l'avais pas indiqué, mais parce qu'on l'a su également récemment. Si l'Atalanta gagne la Ligue Europa, la 6ème place en Serie A serait qualificative pour la Ligue des Champions. L'AS place qui est actuellement... Ah oui, quand même. Ouais, place qui est actuellement occupée par l'AS Roma. Mais si l'Atalanta gagne l'Europa, la 6ème place serait qualificative pour la Ligue des Champions. Et donc il y aurait 6 équipes italiennes en Ligue des Champions. Il y a quand même... Ça serait insane. Il y a encore un autre scénario qui pourrait se rajouter. Si la Fiorentina, parce que la Fiorentina, elle est qu'à 54 points. Elle peut perdre la 8ème place. Mais, pour le coup, si le Torino ou Naples arrive à passer la Fiorentina, et la Fiorentina gagne la Conference League,
forcément, la Fiorentina a une place en Europa League en tant que vainqueur de la Conference League. Ce qui ferait virtuellement 9 clubs italiens en compétition européenne l'année prochaine. C'est ça. Ce qui serait un total faramineux. C'est possible. Là, pour l'instant, la Fiorentina est à 54 points et a quand même un match en retard contre l'Atalanta à jouer. Mais virtuellement, on pourrait avoir jusqu'à 9 équipes italiennes en compétition européenne. Ce serait très fort pour le coefficient, ça. Ah ben ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça pourrait être très très fort. Et 8 en Allemagne. Et... Et potentiellement 8 équipes européennes en Allemagne. Heidenheim qui a fini 8e, il me semble. Oui, c'est ça, exactement. Si Leverkusen gagne la coupe, c'est Heidenheim qui ira en Conference League, il me semble. Oui, c'est vrai qu'il y a cela. Effectivement, oui, ça libère une place en Conference League et on se retrouvera dans le même cas de figure qu'en Angleterre. Oui, Heidenheim irait en Conference League. En effet. Et du coup, j'ai la réponse aussi pour Lyon. Oui. Dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si Lyon se classe au-delà du top 6 et remporte la Coupe de France, c'est le 6e de Ligue 1, donc je ne sais pas exactement qui c'est actuellement, mais qui jouerait la Conference League. C'est Lens. Si Lens irait en Conference League et Lyon disputerait la Ligue Europa. Si Lyon gagne la Coupe de France. Et termine 7e. Oui. Ok, d'accord. Et si c'est... non, je suis bête. Donc si Lyon gagne la Coupe de France, ils sont qualifiés en Europa League en tant que vainqueurs de la Coupe de France. On est d'accord? Oui. Mais oui. Si c'est le... Pardon, je pense que j'ai du mal à comprendre. Si le PSG gagne, c'est Lyon qui gagne la Coupe de France, c'est Lyon qui va en Conference League avec Lens, si je comprends bien. Voilà, je pense que c'est ça, oui. Ok, d'accord. Oui, parce que pour l'instant, c'est bien Lyon qui est toujours 7e. Ben, dans tous les cas, ça veut dire que Lyon sera européen l'année prochaine, donc, en fait. Oui. À l'instant, si on si, parle de ça. Oui. Ben non, s'il termine 8e et que le PSG gagne la Coupe de France. Ah, oui, en effet. En effet. Mais je disais à l'instant T, parce qu'à l'instant T, Lyon est pour l'instant 7e. Oui. Mais ok, d'accord. Bon, ben, pour l'instant, tout bénef pour Lyon, alors, dans ce cas-là. Tout bénef pour Lyon. Petite info qui va pas faire plaisir aux Messins, c'est Lorient qui vient de voir le score. Alors pour l'instant, ça tient, mais bon. Je pense qu'il en faudra encore un peu plus de buts du côté de Lorient pour pouvoir... Je pense aussi. Donc, pour le coup, c'est vrai que c'est un mauvais... Ça tient, mais c'est bancal, quoi. Ouais. Il faudrait vraiment que Metz prenne une super rouste pour que ça puisse... Lyon vient de... On en parlait, Lyon vient d'ouvrir la marque par l'intermédiaire du général. Et donc, il y a 4 buts d'écart entre Metz et Lorient. Donc ça peut aller très très vite. Hein. C'est pas faux en effet. C'est pas faux. Bon, là pour l'instant Lyon est toujours 7e. Oui, puisqu'on bifurque bien évidemment en Ligue 1 vu que les matchs, le multiplex est actuel, hein, donc forcément lorsqu'il y a des changements on en parle malgré qu'on parle d'autres championnats. Et Jeff, concernant la Serie A, puisqu'il y a quand même eu la 37e journée de Serie A, t'as pu voir le match du Milan contre le Torino? C'était effectivement un non-match. Non, je n'ai malheureusement pas pu le voir. Je sais plus si c'était vendredi ou samedi. C'était samedi, je crois. Non, j'étais malheureusement occupé, j'ai pas pu le regarder. Je vais reprendre mes notes. C'était hier. Dans une seconde. Ouais, je sais que c'était. Je sais que c'était hier. C'est juste que j'ai eu un imprévu, du coup, j'ai pas pu le regarder. Juste le temps que les pubs s'arrêtent.
Voilà. Évidemment, évidemment que Milan a perdu son match. Hein, c'était le Pioli Ball, hein, comme d'habitude. Benasser qui a quand même profité d'un penalty pour marquer. Hein, ça a été le seul but du match côté milanais d'ailleurs. Un 11 qui a été très remanié d'ailleurs, hein, avec Jovic qui a commencé titulaire. Personnellement, je suis pas trop pour parce que pour moi c'est un super sub. Jovic, quand il rentre sur le terrain en cours de match, il est très très bon, ça je dis pas le contraire. En tant que titulaire, même si j'ai pas vu le match de hier, j'ai déjà vu un ou deux matchs où il avait commencé titu. J'étais pas sous le charme du joueur, quoi. Je trouvais qu'il était pas. Mais bon, de ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, il a fait quand même un bon match hier soir. Oui, du coup hier soir. Donc je suis toujours content. Okafor qui a commencé aussi titulaire. Musa qui a été aussi titulaire au milieu de terrain, Kaloulou qui est revenu à droite cette fois-ci, Tomori qui a pris un carton jaune d'ailleurs, Terracciano également, on avait oublié que ce joueur était à Milan, et Pioli lui-même l'avait oublié je pense, mais il s'en est souvenu puisqu'il l'a mis titulaire hier soir. Ça fait toujours plaisir, mais parce que de toute façon on sait que Milan ne joue plus rien, hein. Ils sont deuxième et ils le resteront. Ouais. Exactement. Donc quoi qu'il fasse, voilà, il n'y aura pas d'incidence, mais bon, c'est toujours bien d'avoir fait jouer Terracciano. Je vais regarder quand est-ce qu'il est sorti, parce que à mon avis, il a pas dû faire tout le match. Terracciano, ouais, il est sorti à la 65e, remplacé par Florenzi. Donc c'est bien parce que ça a permis quand même à Théo de se reposer, notamment pour Est-ce qu'ils sont déjà partis ou pas? Je sais plus. Parce que je sais qu'il y avait une histoire comme quoi que Milan avait bloqué les joueurs, les joueurs français notamment, de partir en sélection. Donc je ne sais plus. Bah non, il reste une journée encore de championnat. Il peut pas les avoir bloqués. Oui, il reste encore une journée, mais il me semble qu'ils étaient sélectionnés avant la dernière journée, non? Je suis pas sûr que ce soit possible de faire ça. Alors, je sais plus, je me souviens plus, j'avoue que j'ai cru voir passer ça, mais... Alors peut-être ce qui a été fait, c'était de les reposer parce que vu que le Milan ne joue rien, ben voilà, tu vois. Peut-être ça à la rigueur, mais sinon, parce que je sais que par exemple, il y a une rumeur, enfin la rumeur qui dit qu'un joueur de Lens, Kevin Danso, il avait demandé à ne pas jouer le match de Lens parce qu'il voulait pas... par rapport à s'est blessé par rapport à la sélection, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas été convoqué. Mais sinon, non, en soi... C'est pas l'inverse, plutôt. De quoi? Que c'est la sélection qui lui a demandé? Oui, il me semble que c'est la sélection qui lui a demandé. Oui, c'est ça, exactement. Je dis, mais c'est la sélection qui lui a demandé. Et ça a énervé Lens. Et du coup, en soi, je sais qu'il n'a pas joué, il n'est pas sélectionné. Et voilà, toujours est-il que Metz s'est incliné pour son avant-dernier match de la saison. Sur ce match, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas regardé le match, j'ai pas eu l'opportunité malheureusement. Mais là où ça change, là où j'ai un peu plus à en dire, j'ai bien dit un peu plus, c'est que c'est toujours par rapport au changement de coach. Hein. Il y a toujours différents noms qui sont sélectionnés. Je sais qu'il y a un préaccord, que je retrouve le nom, enfin un préaccord. Fonseca? En tout cas... De quoi? Fonseca? Ouais, avec Fonseca, même si je crois que Fonseca a prolongé récemment. Je crois que j'ai entendu que Fonseca avait prolongé aussi, d'ailleurs avec Lille. Si je dis pas de bêtises, il me semble avoir vu passer ça sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas. Pas encore. Non, il a pas prolongé, il a pas donné encore son choix, il a pas prolongé encore. Ah alors autant pour moi, c'est soit je l'ai lu, soit j'ai lu une bêtise, soit je l'ai pas lu. Toujours est-il qu'il y a toujours de la danse par rapport à ça, sachant qu'en plus, même si c'était pas vraiment prévu au programme, De Zerbi qui donc va partir de Brighton à la fin de l'année. Yep. Alors, est-ce que Milan va revenir sur son accord, sur son pré-accord, en tout cas avec Fonseca, dans ses négociations pour s'intéresser à De Zerbi? Est-ce que c'est la Juve qui va s'intéresser à De Zerbi, sachant que De Zerbi est italien, il a été joueur à Milan.
ce serait pas un coach qui devrait coûter très cher, c'est un jeune coach. Est-ce que Milan va s'y intéresser? Est-ce que ça va changer la donne? Je ne sais pas. Et autant pour moi, c'est pas Fonseca, je crois que c'est l'autre. Conceição. Conceição, voilà, je crois que c'est lui qui a... Encore que lui, je sais pas. Mais je sais que c'est Fonseca qui, en tout cas, qui pour l'instant, a la cote côté Milan, même si les infos, enfin les médias italiens ne sont guère très renseignés, puisque Milan, j'ai l'impression que Milan essaie de travailler en sous-marin, donc ils essaient de faire le moins de bruit possible au niveau de ça, et c'est vrai que ça c'est frustrant. Il y a quand même quelques indices à droite à gauche, mais il n'y a rien de formel malheureusement. Donc ça reste les chaises musicales, on sait que de toute façon Pioli partira, même si lui dans ses déclarations, dans ses interviews, fait comme s'il ne savait rien, il dit que le plan sera fait à la fin de la saison, qu'il n'a discuté avec aucun club jusqu'à maintenant. Alors qu'on sait il a été dit qu'il était proche du Napoli par exemple, et qu'il en est toujours proche d'ailleurs, préféré à j'ai plus son nom, mais l'autre entraîneur. Ouais, voilà, il est plus proche que Conte de rejoindre le Napoli. En même temps, même si je suis pas très fan de l'équipe, je leur souhaite quand même parce que ce sera plus facile de travailler avec Pioli qu'avec Conte. Cyrus, tu l'as déjà dit maintes et maintes fois dans les précédents épisodes, pardon, que Conte, ça risque de se friter notamment avec De Laurentiis. Ouais. Il n'arrivera pas forcément avec Pioli parce que c'est pas lui qui va imposer un nom. Il va pas dire ouais je veux tel joueur nanana. Il va peut-être dire son avis sur les postes à renforcer, etc. Ce qui est quand même le minimum des choses. Mais voilà, ce sera plus facile de bosser avec lui. Mais donc ça, on en est à peu près sûr que de toute façon que Pioli partira. Même si d'autres, je crois voir lui aussi qu'il avait d'autres offres à droite à gauche. Mais côté arrivée à Milan, côté arrivée à Milan, côté en coach, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas. On attend en tout cas on saura sûrement soit dans la semaine qui arrive, soit la semaine d'après, après la saison quoi. Ok, merci de ces infos. Après, de toute manière, étant donné que ça risque de bouger dans plusieurs grands bancs italiens, on ne connaît pas encore la situation de... Il y a Thiago Motta. Thiago Motta restera pas. Juventus sera pas. Qui sera le nouveau d'ailleurs coach de Bologne. Il y a également le coach de Torino, Juric, qui est également pisté par plusieurs clubs français. Il me semble qu'il y a deux clubs français qui sont sur lui, du top 10, parce qu'il est en fin de contrat, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas Monaco ? Peut-être. Je sais qu'il y a deux clubs et il me semble qu'il y a Rennes dans le lot. Mais je sais que lui, il est pisté. Il y a justement le futur il y a le coach de la Juventus également. Gasperini va rester, De Rossi je pense qu'il va rester également, il n'y a pas de raison de les faire sauter. Le coach de Naples, lui aussi il va y avoir du changement, donc il y aura quand même du changement au niveau des bancs italiens. Il y aura de la nouveauté, donc ce jeu de chaises musicales là va être intéressant. Et ça va être très... Et même chez vous, c'est pas le coach qui va changer, mais vous c'est du coup la direction qui va prochainement changer dans les prochains jours là. Et effectivement, ça va épicer un petit peu la chose, quoi. Alors, voilà, Nice, voilà, je savais qu'il y avait Rennes. Merci Alexis de cette information. Je savais qu'il y avait Rennes. Et du coup, tu m'as dit à Nice. D'ailleurs, Nice, il parle également de faire revenir Didier Digard. Après, bon, c'est peut-être un profil pisté parmi tant d'autres, mais il y a aussi le fait qu'il le piste aussi également. Et effectivement, du côté de l'Inter, il risque d'y avoir des changements je pense plutôt au niveau de la propriété, où j'avais déjà dit, pas récemment parce que c'était des informations qui avaient déjà été écrites notamment au niveau du site concernant l'Inter.
il y a eu l'Inter a donc une partie de la dette de l'Inter et une partie de la dette de l'Inter, c'est un fonds d'investissement nommé Octree qui en est créditrice entre parenthèses. Donc l'Inter doit de l'argent à Octree. Et donc il y a eu une première échéance. Il y a pu avoir un refinancement du prêt et donc changer l'échéance concernant le remboursement de la somme. Sauf que cette somme, elle devait être remboursée là, au cours du mois d'avril-mai 2024. Avril-mai 2024. Ce délai-là ne sera normalement pas respecté. Et en fait, dans le cas où Octree n'a pas reçu l'argent qu'il devait avoir, il avait comme droit de récupérer le contrôle de l'Inter. Mais, il y a quand même quelque chose. Les propriétaires chinois n'étant pas foncièrement stupides, il risque d'y avoir un autre problème enfin, c'est pas un problème, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, Octree ne prend pas le contrôle de l'Inter pour 300 millions seulement, parce que c'est 300 millions en gros que l'Inter doit. En fait, si derrière Octree prend le contrôle du club et derrière revend le club en ayant une plus-value, derrière il y a une somme qu'Octree va devoir payer aux Chinois, en gros. Donc il y a une partie de la somme. À Zhang. Oui, c'est ça, à Zhang. Une partie de la somme, ça sera normalement autour du milliard, puisque l'Inter aujourd'hui vaut autour du milliard, hein, foncièrement, au vu de ce truc, risque d'aller vers les propriétaires asiatiques. Parce que les documents ont entre parenthèses fuité, et j'ai pu les lire, les éplucher, et effectivement, c'est vrai qu'ils se sont un peu protégés, les Asiatiques, enfin les Suning, par rapport à ça. C'est pas très correct de dire les Asiatiques, parce que c'est l'entreprise, Suning. Donc ils sont. Du coup, Zhang, il est perdant, mais il gagne quand même quelque chose au final. Alors, il va perdre parce que foncièrement, il va perdre le contrôle de l'Inter. Et bon, je pense que. Ouh, purée, le but de Solaire, il est beau. Mais je l'avais pas vu, mais là, je viens de le voir, il est très beau. Alors, il va perdre le contrôle de l'Inter, ce qui fait que Octree aura le pouvoir décisionnel. Mais effectivement, dans le cadre d'une vente, il faut qu'Octree vende bien le club de manière à ce que derrière, il puisse y avoir une belle plus-value pour eux et aussi que Suning puisse être payé convenablement. D'ailleurs, ce qui s'est également dit, c'était qu'aussi ils sont très contents du travail de fond fait par le board interiste, notamment le duo Marotta-Osilio. Je les compte. Bon, après ça m'étonne pas, avec des moyens limités, ce qu'ils ont réussi à faire en termes de construction d'effectifs, t'es un fonds d'investissement, certes t'es pété de thunes, mais si tu sais que les mecs arrivent à te faire plein de coups à paramètre zéro, qui arrivent à rendre l'équipe compétitive à moindre coût, je pense que tu vas être content. Et c'est gage de bon travail et gage de stabilité. Même si ça veut potentiellement dire, en ayant des moyens limités, ils arrivent à faire ça. Mais attends, c'est l'Inter de Milan, finaliste de la Ligue des Champions il y a 2 ans. Là, ils gagnent des trophées chaque année. C'est un des plus gros clubs en Italie. Si on leur donne l'argent, je pense que on peut même aller plus haut et encore plus valoriser la marque. En tant qu'investisseur, je le comprends comme ça. Et apparemment, il y aurait déjà des racheteurs prêts à envoyer la sauce pour pouvoir acheter l'Inter. Dès que l'opération de reprise par Octree se fera. C'est ce qui se dit. Donc, il risque d'y avoir des petits changements, en sachant qu'il y avait la prolongation de Barella, de Lautaro Martinez, qui était, je dirais pas pour Barella quasi acté. Pour Lautaro Martinez, il y allait avoir une discussion avec le board pour encore étendre son bail. Et du coup, ça va dépendre, je pense, de la situation du club, parce que c'est malheureusement pas ce ne sont pas malheureusement des dossiers prioritaires, étant donné que là c'est l'avenir du club. On parle de l'avenir du club, et donc il faut savoir qu'est-ce qui va se passer dans les bureaux avant de pouvoir planifier au niveau des joueurs, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et surtout quand tu vas venir négocier avec Lautaro Martinez, tu vas lui dire ok, d'accord, je veux prolonger ton contrat de 2 ans, mais lui il va te dire ok, mais quelles sont les garanties de la compétitivité de l'équipe si on se fait racheter par des imbéciles, comment on fait? Et je veux pas prolonger, moi je veux partir.
Donc c'est pour ça que ce sera pas... Je pense que ce sera quand même des éléments qui seront discutés. Potentiellement, il peut y avoir un préaccord, mais quand même, faudra vraiment surveiller, et je n'y manquerai pas d'informer dès qu'il y aura du nouveau du côté de l'Inter Milan. Pour parler des autres championnats, enfin des autres matchs, pardon, puisqu'il y a quand même eu d'autres matchs. La Fiorentina qui a fait match nul contre Naples. Match très plaisant pour le coup. J'ai bien aimé voir le Fiorentina-Naples. De toute manière, la Fio, étant donné que ce qui est sûr, c'est que je vais débriefer la finale de la Conference League. Donc forcément, j'ai quelques joueurs que j'aime beaucoup à la Fio, et donc je suis un peu, je regarde quand même ce qu'ils font, et ça m'a plu ce qui s'est fait. C'est dommage qu'ils n'ont pas pu du moins capitaliser, en sachant qu'ils ont réussi à mener au score, mais c'était un match assez plaisant, et bon, c'est un 2-2 qui ne les condamne pas, hein, puisqu'ils sont toujours 8e et toujours européens. Après, ils ont quand même un match en moins, mais qu'il faut qu'ils fassent attention, parce que le Torino et Naples, eux, ne sont pas très loin et pourraient leur chipper cette place qualificative pour l'Europe, du moins côté championnat, parce qu'eux, ils ont encore la finale de Conference League qui pourrait les amener en Europa League. Donc voilà. L'Atalanta qui continue, hein, ça marche en avant. Ils ont certes perdu la finale contre la Juve, mais là ils gagnent en championnat tranquillement contre Lecce, 2-0. Tout va bien. Le Belge qui marque 2 minutes après son entrée. Scamacca qui a énormément manqué en finale de Coupe d'Italie, il s'est vengé entre parenthèses en marquant le deuxième but. Sassuolo qui est officiellement relégué en D2 en ayant perdu contre Cagliari. Va se poser des questions sur certains joueurs. Est-ce qu'ils vont tous rester, pas rester, notamment Berardi, notamment Loriente, Pinamonti. Le club va devoir vendre de toute façon. C'est ça, exactement. Est-ce que ces joueurs-là vont également rester? À voir ce que ça va donner cet été, mais je pense qu'il y aura quelques petites opportunités du côté de Sassuolo. Hein. Udine qui fait match nul contre Empoli, Frosinone qui assure son maintien quasiment en gagnant contre Monza. Ils ont 2 points d'avance sur Empoli, mais s'ils ne font pas n'importe quoi lors du dernier match, ils pourraient valider leur maintien. Et l'Inter qui a fait match nul, qui a chopé d'ailleurs le point du match nul en fin de match, à la 87e minute contre la Lazio. L'Inter qui a quand même été cueilli à froid par la Lazio. La Lazio, c'est quand même un match-up assez relou, où c'est plus d'une fois la Lazio a réussi à faire déjouer l'Inter, où l'Inter a quand même globalement dominé. Mais c'est quand même heurté à une Lazio qui était quand même très bonne sur le terrain. Il y a eu le but de la Lazio, c'était par Kamada qui techniquement aurait dû être interiste, mais qui devait jouer au Milan mais qui ne l'a pas été. Bon, voilà, là il a marqué contre l'Inter. Là c'est Dumfries qui est rentré d'ailleurs en jeu à la place de Darmian qui a égalisé. Malheureusement, l'Inter ne pourra pas battre son record de points fait en saison 2006 sous Mancini. 2, Yann Sommer, en prenant un but, ne pourra pas égaliser le record de clean sheet en une saison en Serie A. Voilà, c'est le double instant dommage de ma part en tant que pourri gâté. Voilà. Mais Lautaro risque de finir meilleur buteur du championnat. Ça, c'est quasiment acté. 8 buts d'avance sur Vlahovic, à part si Vlahovic pète un crâne et te met 2 quadruplés, voire plus. Voilà. Mais au moins, on pourra se consoler avec le fait que Lautaro risque d'être meilleur buteur cette saison en Serie A. Et donc, au niveau du classement, cela donne, pour l'instant du moins, l'Inter, l'AC Milan, Bologne, Juventus, Atalanta, 1 à 5, tous en Ligue des Champions. Après, il reste à savoir qui est-ce qui terminera 3e, 4e, 5e, puisqu'il n'y a qu'un point de différence entre les 3 équipes. Bonne question.
AS Roma Lazio sont 6e et 7e. Et sont pour l'instant en Europa League. La Fiorentina est 8e à 54 points. Pour l'instant en Conference League, en attendant bien évidemment son résultat en finale. Et pareil, pour l'Atalanta, ils seront quoi qu'il arrive en Ligue des Champions. Mais ils pourraient permettre à l'AS Roma d'être à l'instant T aussi en Ligue des Champions. Torino-Naples, 53-52 points. Les deux poursuivants qui pourraient chipper la 8e place à la Fiorentina. Fiorentina qui a un match en moins contre l'Atalanta suite au décès d'un dirigeant de la Fio. C'est pour ça que le match avait été interrompu. Ensuite, Genoa, Monza, Lecce, Cagliari, Frosinone et Hellas Vérone, Udine en tant que 11e ou 17e. Empoli, Sassuolo, Salernitana. Salernitana et Sassuolo sont officiellement relégués. Empoli reste à voir ce que ça va donner au niveau du dernier match, car ils peuvent encore mathématiquement se sauver. Voilà. Donc au niveau avec une petite pensée, parce que je ne me semble pas que tu l'aies dit, mais une petite pensée pour Camille, puisque Allegri est enfin viré. Exactement. Il est enfin viré et on va dire que son striptease en finale lui a coûté ce renvoi, et je pense que ça risque d'aller aux tribunaux parce que potentiellement ce serait pour une faute grave, pour ne pas lui donner sa dernière année de salaire. Donc à voir ce que ça va donner, et je pense qu'Ami nous en dira un peu plus à ce niveau là. Sur ce, on va faire une petite pause et on reviendra pour notamment parler de ce qui se passe en France. A tout de suite. À tout de suite. Nous revoici pour la seconde partie de notre podcast, dans lequel nous parlerons donc de ce qui s'est passé notamment en Ligue 2. Oui, Alexis, je te vois. Et ensuite, on remontera donc en Ligue 1 où on parlera de ce qui est en train de se passer, et on fera quand même un petit bilan en Ligue 1. Donc, étant donné que, voilà, il y a eu ce vendredi... J'étais avec Alexis, donc on a pu faire le live multiplex concernant donc la Ligue 2. Il y a eu divers résultats où on pourra rapidement vous indiquer, et du moins l'importance des résultats, puisque ça a eu une incidence sur les équipes qualifiées en play-off pour ces prochains jours. Et ensuite... un petit bilan pourra, je pense, être fait, puisqu'on n'allait pas tout indiquer durant le live multiplex, mais je te laisse du coup, Alexis, pour faire d'une part un bilan sur la Ligue 2 et tout simplement, voilà. Et qu'on fasse aussi, puisque maintenant on sait éventuellement qui tu vois aller plus haut durant les playoffs Ligue 2, et éventuellement contre qui en Ligue 1 tu le vois et qui tu vois passer. La parole est à toi. Néon, ça fait beaucoup de choses. C'est vrai. Déjà en Ligue 2, on va commencer un petit peu par mon club, ce magnifique club qui a réalisé la pire saison de son histoire. La pire saison de son histoire en Ligue 2. Ils ont terminé 12e. Bon, ils ont terminé cette saison par une victoire 3-2 face à Pau. Et bizarrement, sur ce que j'ai lu et entendu, c'est sans doute l'un des meilleurs matchs de la saison. Alors, pour moi, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas en dire plus, mais pour moi, le meilleur match qu'ils ont réalisé, c'était le match à Caen il y a 2 mois à peu près. Donc voilà, une saison totalement oubliée. Ok. Ah, ça bugué. Une saison totalement oubliée. Certainement, ça pourrait être aussi, pour le coup, la dernière des Girondins dans le monde professionnel, hein, parce que on va pas se répéter une nouvelle fois, on n'est pas à l'abri déjà d'une relégation
administrative et une relégation, enfin une disparition tout court. On parle d'un possible dépôt de bilan, hein, comme l'an dernier il y a 2 ans. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de tout ça. Comme je disais, une saison oubliée. Alors il y a des petits points positifs, hein, parce que malgré tout, il y a quand même des choses à dire sur certains joueurs, notamment Pedro Diaz, qui est quand même l'une des bonnes choses qui soit arrivées cette saison. On a également David Ashvili qui va disputer l'Euro, donc comme je disais avec la Géorgie, qui a su se montrer. Je ne sais pas si la liste de la Géorgie est tombée, mais il devrait être appelé pour disputer l'Euro. Voilà. Sinon on a Calais Johnson, le gardien qui a annoncé vouloir rester. Donc voilà, pour moi c'est les 3 joueurs qui sont accrédités d'une bonne saison, non, mais qui on va dire sont accrédités de certaines bonnes notes. Donc voilà, on a Albert Riera aussi qui a annoncé vouloir rester, sauf que c'est pareil, hein. On ne connaît pas l'avenir. Il a annoncé vouloir faire venir au moins une dizaine de joueurs pour la saison prochaine. Il a aussi annoncé qu'il savait comment il fallait faire pour monter en Ligue 1. Donc voilà, c'est ce que je disais vendredi. Ça sera une nouvelle saison. Si on repart en Ligue 2, ça sera une nouvelle saison, des nouveaux joueurs. Donc j'ai envie de lui faire confiance. Maintenant, on part de très très loin. Il y a 3-0 pour Lorient sinon. Mais on part de très très loin. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a le passage des NCG. Alors, même sur ça, déjà, ils ne sont pas d'accord. Il y a des dates qui évoquent le 13 juin. D'autres qui évoquent le 19 juin. De toute façon, quoi qu'on en dise, c'est que ça va être compliqué. Il faut que Lopez trouve c'est les chiffres qui tournent, hein, entre 30 et 50 millions d'euros pour sauver le club. Et on annonce un budget d'environ 30-35 millions pour la Ligue 2. Donc ça sera un budget en baisse pour le coup. De toute façon, ça on le savait. Au bout d'un moment, en faisant 3 années en Ligue 2, forcément le budget il finira par baisser. Donc voilà, ça sera déjà là. Normalement, on va pas les voir. Et puis, en attendant la DNCG, on va plus voir les Girondins. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, c'est le bilan pour l'instant que je peux faire sur les Girondins. De toute façon, j'avais dit que je ferais un bilan à l'écrit là dans les prochains jours. Oui. Donc voilà, le bilan dans les prochains jours, ça pourrait être aussi après la DNCG, l'avenir et tout ça. Mais voilà, c'est aussi pour parler, c'est un possible dépôt de bilan. Le club ne pourrait repartir en National 3 comme il pourrait repartir en Régional 1 parce que la réserve a été reléguée ce week-end. Sauf que comme en Ligue 1, en Ligue 2, dans tous les autres championnats, il y a des clubs qui pourraient ne pas repartir pour différentes raisons. Et dans ce cas, la réserve des Girondins ferait partie des clubs potentiellement sauvés. Donc voilà, l'avenir s'annonce sombre, au moins sur le prochain mois. Après, on verra ce qui va se passer cet été si la DNCG nous laisse passer cet obstacle. Voilà ce que je pouvais dire sur les Girondins. Ok, merci de l'information. Et d'ailleurs, on l'a peut-être pas dit, mais Brest a doublé la mise contre
contre Nice et Lens ne mène plus que 2-1 face à Montpellier. Voilà. Et concernant donc la Ligue 2, là actuellement donc on connaît les équipes qui sont donc barragistes. Il y a donc Rodez, encore fait l'erreur. Il y a le... mais c'était un running gag sur la soirée de vendredi. En effet, c'est vrai. Il y a donc Saint-Etienne, Rodez et Paris FC. Quart de finale, Rodez qui accueillera donc le Paris FC. Et la demi-finale, ce sera donc... La demi-finale, par contre, elle est toujours en match sec. Oui, voilà. Mais sur le terrain du troisième, donc à Saint-Etienne. Voilà, Saint-Etienne. Et donc le vainqueur de la demi-finale ira jouer la finale en aller-retour contre le 16e de Ligue 1, match aller chez le vainqueur des playoffs Ligue 2, retour chez le 16e de Ligue 1. Toi, de ton côté, pour la Ligue 2, parce que là, pour la Ligue 1, je ne vais pas trop parler, parce que vu comment ça... Là, on pourrait peut-être même croire que Lorient pourrait se sauver, vu qu'ils sont en train de mettre une correction à Clermont, et que Metz ne semble pas proche de mettre un but, et peut en prendre, par contre. Qui vois-tu en potentiel gagnant des playoffs en Ligue 2? Déjà sur le match qui aura lieu Mardi, ouais, je me croyais lundi, qui aura lieu mardi, donc comme tu l'as dit, Rodez qui recevra le Paris FC. Je mettrais un avantage en faveur de Rodez, déjà parce qu'ils seront à domicile. Sur la forme du moment, Rodez me semble mieux que le Paris FC. Après voilà, sur un match, ça n'est pas. Sur un match aller-retour, je t'aurais dit un avantage au Paris FC. Sur un match sec, je mettrais un avantage à Rodez, mais je sais pas. Je t'avoue que pour le coup, je mets l'avantage à Rodez, mais le PFC pourrait le faire. Maintenant, allez, je vais dire 51-49 pour Rodez. Et en partant du principe que Rodez se qualifie pour la finale et la joue vendredi, enfin oui, pour la finale de Ligue 2, la joue vendredi, c'est pareil, parce qu'on a eu un Saint-Etienne-Rodez là il y a moins d'un mois. Et Saint-Etienne qui avait ouvert le score et puis Rodez qui avait égalisé. Sur la saison, je prends juste sur ces deux matchs, hein, sur la saison, il y a eu nul à Geoffroy Guichard et victoire de Rodez chez eux. Mais sur un potentiel Saint-Etienne-Rodez, je mettrais un avantage quand même un peu plus élevé sur Saint-Etienne. Je dirais un 60-40 pour Saint-Etienne. Maintenant, si admettons que le PFC se qualifie mardi, je mettrai un avantage encore un peu plus élevé sur Saint-Etienne. Je verrais peut-être un 70-30 ou un 80-20. Mais voilà, pour ta question, je dirais Saint-Etienne vainqueur quand même du barrage. Enfin du barrage pour le coup, et sur un potentiel match L2 L1 face à Metz, je t'avoue que je sais pas. Pour le coup, il y a un mois je t'aurais dit Saint-Etienne plutôt tranquillement. Là je sais pas, je trouve que Metz pourrait se sauver pour le fait déjà sur un match aller-retour. Metz peut se sauver. Sur un Saint-Etienne-Lorient, je vois Saint-Etienne passer.
Mais sur le Saint-Étienne-Metz, je t'avoue que je sais pas trop. Ça me... C'est deux équipes qui, enfin pas qui se ressemblent, mais Saint-Étienne là, qui quand même depuis 3 matchs est complètement passé à travers. Sur un match aller-retour et un match retour potentiellement à Metz, je pense que les Messins peuvent se sauver. Ça s'est vu en Ligue 2 notamment quand ils sont allés gagner à Geoffroy Guichard l'an dernier. Maintenant, je t'avoue que ce genre de match me perd un peu. Donc voilà, j'ai mon avis, mais déjà dès mardi, on n'est pas à l'abri d'une surprise, je pense. Ok. Je vais aussi me lancer. Je pense quand même, de mon côté, que Rodez va réussir à le faire contre le Paris FC. Ils sont sur une dynamique un poil meilleure si on va sur les 5 derniers matchs. Hein. Je préfère prendre une petite amplitude et non pas remonter trop loin. Où en gros... Rodez est en 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Paris FC est à 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà, c'est quasiment similaire. Mais dans l'un des 5 derniers matchs, il y a quand même eu le Rodez contre Paris FC avec la victoire de Rodez. Donc peut-être qu'il y a cet avantage entre parenthèses psychologique du côté de Rodez. En plus, ils vont jouer à domicile le match, ce match-là. Donc à voir si ça peut ne pas avoir une incidence à ce niveau-là. Mais je vois quand même Rodez y arriver. Et après, concernant la demi-finale, je place quand même Saint-Étienne devant pour leur régularité qu'ils ont eue durant cette saison. Après, je mettrais vraiment pour le coup un 50-50 dans le sens où Saint-Étienne a quand même craqué. En cette fin de saison en ne réussissant pas à se qualifier directement, à remonter directement en Ligue 1 et a dû passer par les barrages. C'est quand même une contre-performance. Je ne dis pas que ça va arriver, mais on ne peut pas occulter le fait que c'est aussi possible qu'il y ait un autre trou d'air de la part de Saint-Étienne à ce niveau-là. Là, actuellement, avec le 4-0 donc, de Lorient, il n'y a plus qu'un but d'écart entre Metz et donc Lorient. Donc là, concrètement, Lorient pourrait virtuellement être sauvé si ça continue ainsi. Scénario qu'on n'imaginait pas, mais c'est aussi possible puisqu'il y a 4-0, on est qu'à la 66e minute, donc en soi, c'est encore possible. C'est encore tout à fait possible. Donc là, concrètement, et d'ailleurs Lyon vient de prendre un but, hein, et pour l'instant est encore 7ème. L'OM qui est en train de gagner au miracle, ils sont en train de gagner à l'extérieur, ils sont en train de gagner contre le Havre, mais l'OM est malheureusement à 50 points, et donc bloqué à cette 8ème place. Lyon est 7ème, toujours 7ème. Brest qui a également, je ne sais pas si je l'ai dit, qui a doublé la mise et donc conforte sa place de 3ème au classement. De toute manière, leurs résultats là, à l'état actuel les qualifient, même si Lille marque un but et ce serait Brest qui serait quand même toujours premier. Enfin 3ème du coup. Et si c'est Metz qui finit 16ème, tout va dépendre de Mikotadze, je pense. Par contre, si c'est Lorient qui termine 16ème, je pense que l'avantage psychologique sera vraiment... Enfin, le momentum psychologique sera vraiment du côté de Lorient, dans le sens où ils étaient quasiment donnés pour morts, et il y avait un tel écart de but
tel écart de but que c'était quand même compliqué d'imaginer ne pas tomber directement en Ligue 2. Et je pense que s'ils arrivent à être barragistes, malheureusement pour l'équipe qui prendront en Ligue 2, ils vont réussir à capitaliser sur ça. Ils auront à perdre. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont rien à perdre parce que ce serait faux de dire ça. Tu descends de D1 à D2, bien évidemment tu perds, que ce soit en droit TV, etc. Mais étant donné que tu as fait vraiment le plus dur, tu pouvais... Tu étais à plus de 90% de chances de tomber en D2 directement. Là, tu as réussi parce que tu as fait le taf, mais aussi parce qu'il y a eu derrière Metz qui n'a pas réussi à en mettre au moins un au PSG, de permettre à ce que la différence de but puisse être de nouveau favorable. Et donc, par rapport à cela, je pense que le momentum sera du côté de Lorient. Et Lorient, s'ils finissent 16e, ils se maintiennent. Metz, attention. Metz, vraiment attention. Mais du côté de Lorient, moi, je pense qu'ils vont réussir à le faire. S'ils arrivent, ils vont réussir à le faire. Je ne m'en fais absolument pas là-dessus. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis pour le coup. Et ouais. Après, bien évidemment, on en saura plus déjà la semaine prochaine concernant les équipes qui, petit à petit, monteront dans cette course à la Ligue 1. Mais voilà, à l'instant T, je le vois plutôt comme ça. Et Jeff, est-ce que toi, de ton côté, tu as un avis concernant cette course-là ? Honnêtement, je vais pas analyser plus que vous ne l'avez déjà fait. Je vais juste parler du coup de Metz. Est-ce qu'ils sont capables de se sauver ? Comme tu l'as dit il y a quelques secondes, tout dépendra de Miko Tadze. Parce que de Bologna, j'en attends pas grand-chose. J'en attends plus grand-chose en tout cas. J'en attends plus de Miko du coup pour sauver l'équipe, mais je trouve ça vraiment lassant de devoir se reposer sur un seul joueur pour sauver ton équipe, pour sauver tes matchs, parce que ça prouve qu'il n'y en a qu'un seul sur le terrain et que les 10 autres ne servent à rien. Encore que Okidja, je critique pas parce que bon, il peut se montrer bon comme il peut se montrer calamiteux. C'est ce gardien-là, ça peut être le jour et la nuit. Mais est-ce qu'ils en sont capables ? Oui, ils sont capables. Tiens, il y a Lille qui va marquer un but. Mais oui, ils sont parfaitement capables, mais voilà, je connais mon club et je sais très bien que ça va finir en Ligue 2 tout simplement, parce que c'est une année sur deux et puis voilà. Ok. Du coup, si tu veux que j'enchaîne sur les scores. Bien sûr. Et sur les conséquences. Donc, du coup, comme je disais, Bordeaux qui s'est imposé 3-2 face à Pau. Amiens qui est allé gagner Grenoble 3-1. Un partout entre Troyes et Annecy. Concarneau qui a célébré le titre de champion chez lui en battant Concarneau 4-1. Laval qui est allé s'imposer à Guingamp 1-0. Rodez qui s'est imposé donc 2-0 face à Ajaccio. Un partout entre Bastia et le Paris FC. Quevilly qui a battu Saint-Etienne 2-1. Caen qui a battu Valenciennes 3-0. Et je me lance avec un doublé de Tidiane Gomis qui a marqué un doublé vendredi. Et je pense que ce joueur sera à suivre notamment l'année prochaine. Donc avec Caen, avec un autre club, et 0-0 donc entre Angers et Dunkerque, donc un nul mais qui au final arrange tout le monde vu la prestation de Stéphanois. Angers avec ce match monte en Ligue 1 et Dunkerque qui se maintient officiellement. On va le voir avec le classement. Donc Auxerre premier et champion et promu en Ligue 1 avec 74 points. Deuxième Angers monte en Ligue 1 avec 68 points. Troisième Saint-Etienne
55 points. 4e, Rodez, 60 points. 5e, le Paris FC avec 59 points. 6e, Caen avec 58 points. 7e, Laval avec 55 points. 8e, Amiens avec 53 points. 9e, Guingamp et Pau avec 51 points. 11e, Grenoble également avec 51 points du coup. 12e, Bordeaux et Bastia avec 50 points. 14e, Annecy avec 46 points. 15e, Ajaccio également avec 46 points, comme Dunkerque 46 points. 17e, Troyes avec 41 points, mais avec un match en moins. Donc ça, on saura, je crois que c'est mardi ou mercredi que la décision tombera. Donc qui finira quand même avec 41 points et qui est relégué officiellement en national. Quevilly avec 38 points, Concarneau 38 points, et Valenciennes avec 26 points. Alors 3 quand même qui est quand même 17e, est relégué, mais qui a quand même une petite chance de se maintenir, parce que quand on voit la situation de Bordeaux, on ne sait pas où ils vont être, et donc dans ce cas-là, ça pourrait être les Troyens qui pourraient se sauver du national. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la Ligue 2, et du coup, si j'ai 2 secondes, parler du championnat national pour dire que Martigues, désolé. En sachant que, donc ça on le savait, que c'est le Red Star qui était champion et qui monte en Ligue 2, et effectivement Martigues qui remonte en Ligue 2. Je crois que ça faisait plus de 20 ans qu'ils n'étaient pas montés en Ligue 2. C'est ça. Donc voilà, un retour aux affaires pour ce club quand même qui a quand même marqué un petit peu la Ligue 2. Et je crois d'ailleurs que Guy recherche un club. Il paraît, il paraît. Alors qu'il va finir à Bordeaux. Mais voilà, donc le Red Star et Martigues qui montent en Ligue 2, et le championnat national quand même qui sera à suivre l'année prochaine, parce que on aura quand même des clubs assez importants, Troyes, Châteauroux, Nancy notamment, Le Mans, Sochaux. Donc un championnat qui sera à suivre pour ceux qui veulent. Mais on jettera quand même des coups d'œil sur ce championnat. Et pour terminer, pour dire aussi que, parce qu'on en parlait vendredi, mais c'est Alexandre Mendy qui termine meilleur buteur de ce championnat avec 22 buts. Ah, information super intéressante aussi à ce niveau-là. Et oui, parce qu'il y a eu du nouveau également en Ligue 1. Là, l'OM vient de doubler la mise contre le Havre, exceptionnel. L'OM va peut-être gagner un match à l'extérieur depuis belle lurette. Lens est en train de... Il s'est fait rattraper par Montpellier. Montpellier, donc, égalité avec Lens. Lille a pris l'avantage contre Nice. Et contrairement à ce que je disais, j'ai fait une petite coquille de ma part. En menant au score, puisque Brest ne mène que 2-0, Lille repasse devant. Lille a pris un but de moins que le Brest. Même nombre de buts marqués, 52, mais 33 buts encaissés pour Lille, 34 pour Brest. De ce fait, Lille est pour l'instant du moins 3e. Nice est toujours au 5e et assuré de jouer l'Europa. Lens est par contre à portée de tir de Lyon, puisque si Lyon gagne, mais un but, Lyon passe devant Lens. Là, maintenant, voilà, c'est un jeu de chaises musicales. Lyon fait un meilleur résultat que Lens. D'ailleurs, il y a eu un centre-tir de la part de Lamine, le numéro 18 de Metz, qui a failli faire mouche. Il a tapé la barre transversale. Ça aurait été, je pense, l'un des buts de l'année si c'était rentré. Mais de ce fait, oui. Lyon peut virtuellement vraiment plus que jamais, chipper la 6e place à Lens. Et pas pour l'instant, parce que c'est un penalty pour Strasbourg. Ah, il y a un penalty pour Strasbourg. Ah, je ne l'avais pas. Il y a un penalty pour Strasbourg. Je ne l'avais mais pas. il est raté. Ah, eh ben, vous êtes encore plus rapide que moi, parce que je n'avais pas encore cette opération-là.
Mais effectivement, oui, donc le pénalty a été raté. Bon, Oh, Paris qui a failli marquer le troisième but. Il y avait une belle occasion, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, oui, je disais que à l'instant T, Lyon peut être virtuellement très proche de voler la place à Lens, tout comme Lorient peut être très proche de voler la place à Metz de barragiste. Et pour, je pense, faire un petit bilan de cette Ligue 1, je suis pas très... Enfin, concernant cette saison, je l'ai regardé, hein, j'ai suivi le championnat du début jusqu'à la fin. Enfin, ça, comme d'habitude, c'est normal, c'est la Ligue 1, notre bonne vieille Ligue 1. Je continuerai quand même à suivre le championnat. Néanmoins, je l'ai quand même trouvé moins plaisante. Ou j'ai pas trouvé cette année qu'il y avait... je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé cette année que la Ligue 1 était quand même plus faible, malgré le fait que les résultats en Europe soient plutôt bons. J'ai quand même trouvé la Ligue 1, le championnat en tant que tel, assez faible au final. Et moi, Brest, j'ai pas envie de le compter comme une anomalie, dans le sens où tu peux avoir une année où tu surperformes, tu peux avoir une année où tu récoltes le fruit de ton travail amené sur les différentes années. Et donc cette année-là, c'est arrivé sur Metz. Pardon, pas sur Metz, n'importe quoi. C'est arrivé sur Brest. Cela. Mais, oui, Brest peut faire une très très belle saison. Mais, de là à... Si Brest joue oh purée, très gros tacle. Très gros tacle et je pense que ça va prendre carton jaune. Ah, même pas de carton ? Ok, d'accord, c'est bizarre. Si, ça va jaune. Ah, voilà, je me disais. Quand même. Tu parles de Metz ? Oui, c'était Metz, oui. Ça m'étonnait ouais, c'est un carton jaune. Ça m'étonnait qu'il n'y ait pas de carton quand même, parce que c'était quand même un tacle assez dur, monsieur Danley. Bah, il était dur par derrière, il était en retard, il n'a pas touché la balle. C'est un jaune mérité. Hein. En plus, sur Ethan, oh là 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 là, attention là. Il y a là, c'est l'argent là que tu es en train de faire mal. Hein. C'est un attentat là. C'est un attentat là qu'il fait. Oui, clairement, oui, c'était très dangereux ce qu'il a fait. Mais pour en revenir à ce que j'indiquais, que Brest fasse une saison où ils surperforment, où ils sont exceptionnels, ça peut arriver. Bologne fait une saison exceptionnelle. Leverkusen fait une saison plus qu'exceptionnelle, stratosphérique, inimaginable, dans le sens où c'est le premier vainqueur de championnat allemand à finir invaincu. Donc on est au-delà de c'est quelque chose. Le Bayern 33 titres de champion, il y en a pas un où ils ont réussi à être invincibles. C'est pour dire à quel point c'est dur de pouvoir l'être. Et eux, c'est leur premier titre de champion. Donc pour dire, premier titre, invaincu. Ok, d'accord, cool. Et ils peuvent encore en remporter deux autres. C'est ça, exactement. Donc ils feraient virtuellement un triplé en étant invaincus sur une saison entière. Pour dire. Donc ça te donne le degré de folie de ce qu'est en train de réaliser Leverkusen. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'était que Rennes fait une moins bonne saison que prévu. Et en plus, par rapport au budget, le fait est que voilà, ils étaient quand même européens durant cette dernière saison. C'est une saison où ils sont en dessous. L'OM, qui doit être peut-être le deuxième ou top 4 des plus gros budgets en France. Je sais que le PSG est premier. Après, il y a dû avoir du Monaco OL ou Monaco OM. C'est sûrement être un peu comme ça, structuré comme ça. Fait une saison d'équipe de milieu de tableau. C'est-à-dire, on est capable d'être très bon, soit à domicile ou à l'extérieur. On est très bon dans un domaine, très nul dans l'autre. Donc au final, ça s'équilibre et t'es moyen. Donc là, ils étaient excellemment bons à domicile, où ils n'ont perdu qu'une fois en championnat, et extrêmement nuls à l'extérieur. Voilà, donc
encore une fois, une équipe qui est censée jouer le haut tableau qui n'est pas à son niveau, qui n'est pas au poste auquel il devait être. Lyon, qui était au fond du trou, puisque dernier de Ligue 1 en décembre, ben, ils vont finir soit 7e, soit 8e de Ligue 1, avec potentiellement une qualification européenne, s'ils arrivent s'ils ne perdent pas du moins leur match, s'ils ne perdent pas contre Strasbourg, ils finiront normalement européens, soit en tant que vainqueur de la Coupe de France ou en tant que finaliste, et le PSG lâchera du coup un spot pour une compétition européenne. Et donc pour Lyon, c'est d'ailleurs Lyon qui finirait donc devant l'OM, ça en dit long, je pense, sur le championnat, parce que réussir à passer de dernier à 7e, 8e du championnat, ça montre déjà que la phase retour est exceptionnelle de la part de Lyon. Ou vraiment, comme je pense l'avoir dit vendredi, si je ne me trompe pas, Alexis, Lyon est quasiment top 3 en Ligue 1 sur les 15-20 derniers matchs. Si ce n'est peut-être même deuxième ou premier si on fait sur les 5-10 derniers matchs. Donc, ils sont sur quasiment un rythme d'équipe jouant la Champions League. Mais c'est pas normal qu'en ayant été au fond du trou, ils puissent passer devant des équipes qui, elles, n'ont pas eu de... Oh purée, le coup franc de Mikotadze. Oh là là, ça a failli rentrer. C'est pas normal, du moins, que... Ah oui, parce que je crois qu'il était battu. Hein, Navas, je pense qu'il était battu. C'est pas normal que des équipes n'ayant pas eu la même crise de résultats puissent être derrière eux. C'est anormal. Le fait est que, par exemple, l'OM finisse derrière Lyon, c'est honteux. C'est honteux. Attention, je ne néglige pas ce que Lyon a fait. Je ne bazarde pas le travail énorme que Pierre Sage a fait. Non, je parle d'un point de vue OM, pas d'un point de vue OL. Et donc, c'est humiliant et anormal qu'une équipe qui statistiquement, au nombre de points qu'elle avait, elle était vouée à aller en Ligue 2, arrive à finir devant toi à la fin de saison. Après, tu me diras, il y a eu un gros mercato d'hiver, etc. Oui, d'accord, il y a eu un gros mercato d'hiver, etc. Ça a permis à l'équipe de se redresser. Mais ça justifie que l'OM soit extrêmement nul à l'extérieur. Ça justifie que cette équipe-là, qu'un Lyon qui était au fond du trou, que t'exploses 3-0 en décembre, arrive à passer devant toi maintenant en étant au mois de mai. Ça, en aucun cas il y a une justification là-dessus. Et là, il y aura, je pense, plusieurs questions qui vont se poser, notamment au fait de jouer à Football Manager, à vouloir changer des coachs tous les ans, changer la moitié des effectifs tous les ans. Enfin, à un moment donné, ça entre parenthèses marché. L'OM a réussi à finir dans les équipes finissant dans le top 4 de la Ligue 1, mais ils finissent dans le top 4 de la Ligue 1, je suis désolé, mais en Ligue des Champions, on a la fois où l'OM est allé en phase de poule de Ligue des Champions, ben on a battu le record de défaites d'affilée en Ligue des Champions. Et on ne s'est même pas qualifié en huitième de finale. 1. 2. Après, ben, on se fait éliminer. L'arbitrage était dégueulasse, je suis d'accord, mais on se fait quand même éliminer en barrage, donc on ne va pas en Ligue des Champions. Donc, le but est d'aller en Ligue des Champions, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à performer. Toujours pas de trophée remporté. Je vois pas comment on peut pas utiliser l'excuse du Qatar puisque le vainqueur de la Coupe de France, les deux derniers vainqueurs de la Coupe de France, Toulouse et Nantes, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'ils ne sont pas ils n'ont pas la puissance financière des Qataris, donc voilà. Et Brest qui mène 3-0 contre Toulouse, Brest qui reprend la 3e place à Lille.
parce qu'elle a maintenant une meilleure différence. Elle a plus de buts marqués et c'est par les buts marqués que, en premier lieu, se joue en cas d'égalité le truc. Puisque 52-33 pour 53-34, mais un but marqué de plus de la part de Brest. Donc Brest, pour l'instant, passe troisième. Donc oui, concernant l'OM, il n'y a pas l'excuse des Qataris, puisque notamment Toulouse et Nantes ont gagné la Coupe de France et ils n'ont pas la puissance financière des Qataris, ce qui veut dire que d'autres équipes peuvent concrètement le faire en Ligue 1. Des effectifs qui sont... Où lorsqu'il n'y a pas de stabilité, ben, tu ne peux pas avoir une identité de jeu, tu ne peux pas imaginer pouvoir créer quelque chose de solide, de viable, si tu sais que tous les 6 mois, ou tous les ans, tu changes 8 à 9 éléments de l'équipe. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne le foot. Donc, à un moment donné, va falloir arrêter de croire qu'on est dans un jeu vidéo, puisque la vie n'est pas un jeu vidéo, et cette stratégie-là de tout changer ne fonctionne pas. De tout changer tout le temps ne fonctionne pas. J'ai jamais été fan de ce que je faisais Longoria à ce niveau-là. Je dis pas qu'il est incompétent, mais ce type de procédé-là, le concept de trading de joueurs, de vouloir changer, il y a un moment où ça craque, et quand ça craque, derrière, ben, soit tu crées quelque chose de durable, ou sinon, ben, tu t'enfonces. Là, malheureusement, ça a craqué, et puis voilà, tout simplement. Ils vont finir 7e, 8e, voire peut-être 9e, enfin 7e, 8e, voire 9e, et pas de compétition européenne, trop financier, rien de positif. Là, il y aura un nouvel entraîneur. Est-ce que l'entraîneur, au bout de 5 matchs, il y aura encore... Oui, mais il fait ci, il fait ça, donc non, faut le virer parce qu'il n'est pas... Après, il y a ça, c'est... toujours céder à la vindicte populaire aussi fait que à la fin, ben, t'es... Voilà, quoi, ça, à un moment donné, ça fait plus de 12 ans, 11, 12, 13 ans qu'il n'y a plus gagné. Sois humble, travaille. Si tu dois avoir... Ah, le Havre qui vient de réduire la marque contre l'OM. Si ça doit te prendre, tu es sur un projet, tu dis, écoutez, on n'a pas gagné de titre pendant 12 ans. Faut arrêter de faire du one-shot et de penser que ça ne fonctionne pas. Concrètement, ça ne fonctionne pas. Mets les moyens à un entraîneur. Tu lui dis, écoute, on te fait 3 ans, tu finis 7e, 8e de Ligue 1. Si on voit que tu construis quelque chose, ok. Mais par contre, l'année d'après, on veut quelque chose. T'es obligé de faire mieux. Hein? L'année d'après, t'es obligé de faire mieux. Voilà, c'est ça, t'es obligé de faire mieux. Et on veut vraiment une progression significative. Parce que si on te garde tant de temps, on veut te garder sur un cycle de 2-3 ans, c'est qu'on veut que tu construises quelque chose. Mais donner l'impression que tu veux construire quelque chose pour tout bazarder derrière, ça sert à rien, c'est inutile et ça apporte pas de fruits. Là, par exemple, je vais donner un exemple. Arteta, il serait à l'OM, il aurait déjà été viré, tu vois. Alors qu'il est dans une construction d'équipe et oh purée, est-ce qu'il a raté le essai encore une fois le... Tête à bout portant. Putain, c'est dommage, ça aurait été très beau. Hein. Le centre était magnifique, hein. Mais franchement, la tête, elle était à bout portant. Et Lille qui vient d'égaliser contre Nice. Ben non, c'est Nice qui vient d'égaliser, excusez-moi, puisque c'était Lille qui menait au score de 1. Ben, Lille est en train de perdre... ils sont en train de perdre leur 4e place et là il faudra plus qu'un... Il faudra... qu'est-ce qu'il y a eu? Brest-Lille 1-1 et le match aller... Lille-Brest... 5-0 pour Lorient. Lille a gagné le match aller. Ah, je sais pas. Si... Ben, pour l'instant, Brest a son... C'est Brest qui repasse 3e. Oui, c'est ça, oui, c'est Brest qui repasse 3e en effet. Mais il est vrai que s'il y a un but de la part de Lille, on serait dans une égalité pure et parfaite. 53 buts marqués, 54 encaissés. Et
sur les confrontations directes, c'est Lille qui a gagné Brest 1-0 à l'aller et Brest qui a match nul au retour. Donc Lille a l'avantage sur Brest. Donc je pense qu'un but de Lille qualifierait Lille en Ligue des Champions directement. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a 5-0 de la part de Lorient. Je crois qu'il manque, oui, un but de Lorient ou un but de Paris et Metz serait... Ah non. J'ai l'impression de voir... Non, c'est bien ça. Lorient est pour l'instant toujours 17ème. Oui, il manque un but, il disait. Il manque un but et ce sera fait. Mais oui, donc il va falloir que, si c'est pour laisser toujours un an et ensuite partir parce que on n'est pas satisfait, Arteta serait à l'OM, aurait été viré, même si on a senti qu'il y avait une progression du côté d'Arsenal. Bon, après, il y a quelques manques aussi Arsenal, attention, mais on sent véritablement qu'il y a une progression et qu'il touche de plus en plus au but, qui est de potentiellement gagner le championnat, parce que des trophées, notamment ils ont gagné le Community Shield, donc la saison elle n'est pas blanche. Mais en soi, si tu laisses pas les gens travailler correctement, ben tu n'auras pas de résultat. Mais visiblement, ça semble être le cadet des soucis de l'OM, donc ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Par contre, aussi, il faut arrêter avec cette pensée populaire du ah ben non, c'est Nice qui a marqué le 3e but. Ah ben là, du coup, c'est mort pour Lille. Pour la Ligue des Champions, direct, ce sera... À part si la VAR dit le contraire, ce sera normalement Brest qui se qualifiera directement pour la Ligue des Champions. Mais pour en revenir du côté de... Pour en finir du côté donc de l'OM, il faut arrêter avec cette pensée comme quoi, oui... Macour vend le club, Macour dégage, met l'argent, puis voilà. Je suis désolé, mais l'argent, Macour le met. Il comble le déficit structurel du club tous les ans. Au niveau des transferts, l'OM perd de l'argent tous les ans. Et pourtant, ça n'empêche pas l'OM de faire énormément de mouvements pour que ce soit des arrivées et des départs. Donc en soi, Macour, l'argent, il le met. Après, désolé, oui, d'accord, il peut ne pas être décisionnaire, etc. Il n'y a pas de souci. Pas tous les propriétaires sont décisionnaires dans la... Oh purée, il a failli y avoir une connerie. Ouh là 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 là. Asensio, là, c'est passé de peu. Hein. Asensio a failli envoyer Metz en Ligue 2. Ça, oh là là. Déjà, il a failli y avoir pénalty. Heureusement qu'il n'a pas touché le Parisien. Ah, mais ça a été touché. Ah oui, ça a été touché. Ah oui, je comprends. Et je crois qu'il y a... Non, envahissement du stade, non, même pas, non. Mais voilà, score final 2-0 pour le PSG et Metz est officiellement barragiste. Officiellement barragiste. Pauvre Lorient, il ne manquait qu'un seul but, mais voilà. Mais... Bien, Lorient. Ah, 2-2. Finalement, non, il y a bien eu hors-jeu et donc il y a bien eu 2-2. Par contre, si Lorient marque un but, là, ça pourrait être chaud pour Metz. Et Lyon qui est en train de gagner contre Strasbourg par la formule magique. Penalty pour Lyon. 94e minute. Et donc Strasbourg est en train de perdre 2-1 contre Lyon. Et Lyon qui repasse 6e, puisque Lens a fait match nul. Donc Lyon serait officiellement européen, à minima en Conference League. Et au mieux, ils joueront l'Europa League. Doublé de Monsieur Lacazette. 17 buts marqués en championnat. Général Lacazette, c'est magnifique magnifique saison de sa part. Et donc en soi, oui,
oui, du côté de l'OM, il faut se remettre en question de fond en comble, hein, tout simplement. Il faut vraiment se remettre en question de fond en comble et puis basta. Puisque là, faut arrêter. Et donc l'OM vient de gagner à l'extérieur. Hurrah! C'est première victoire du 21e siècle. Vraiment exceptionnel. Ils ont réussi à gagner à l'extérieur. C'est magnifique. Jean-Louis Gasset. Première victoire du 21e. Hein. Gasset, bonne retraite. S'il prend vraiment sa retraite, au moins il part sur une victoire. Il pourra se reposer tranquillement. Bon vent, monsieur Gasset. Et on n'a bien évidemment aucun ressenti négatif à ce niveau-là par rapport à lui. C'est juste que voilà, il est venu en tant que pompier, il a fait le maximum qu'il a pu. Et puis voilà, tout simplement, hein, rien à redire là-dessus. Mais comment se fait-il que les mines des Messias soient... Ah, c'est parce qu'ils n'ont pas encore le résultat de Lorient. Ouais. On est bientôt à la fin du match de Lorient contre Clermont. Ouais, c'est bon. Lorient a bien gagné 5-0. C'est ça, il y a bien 5-0 de la part de Lorient. Et malheureusement... Et Lille, voilà, a officiellement fait match nul contre Nice. Et donc, le Nord qui... Bah, ils ont perdu le Nord pour le coup, hein, parce que Lens était officiellement qualifié... était qualifié en Conference League. Bah, et ben ils ne le sont plus. Il faudra attendre le résultat Il faudra attendre le résultat en Coupe de France, mais je pense que du coup ils le seront, puisque si Lyon gagne, il sera... mais attends. Si Lyon gagne, il sera en Europa et donc laissera sa place en Conference League à Lens. Donc. Puisque, ouais, c'est ça. Normalement, c'est ça. Et donc la Conference League, ce sera Lens qui ira. Et par contre, si c'est le PSG qui gagne, ben c'est une place en plus pour... Oui, ben en fait, Lens finira européen l'année prochaine, tout simplement. Lens finira normalement européen. Et bravo à Lyon. Bravo à Lyon. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ils ont terminé 6e. Ils sont pas si... Remontée fantastique. Hein, 13 places de gagné. Ils sont passés de 18 à 6. 12 places de gagné. Et bravo à eux. Hein, bravo à eux, tout simplement. Bravo à eux. Bravo également à Brest qui finit 3e de Ligue 1. Bravo à eux. Lille, en espérant que Lille arrivera à se qualifier directement en Ligue des Champions pour avoir 4 places qualificatives pour la France. Et concernant le reste, dommage pour Lorient. Lorient qui a quasiment fait le nécessaire pour pouvoir se maintenir. Malheureusement, il aura manqué qu'un seul petit but, mais comme l'a indiqué un jeune scientifique, le miracle ne sera pas au rendez-vous du côté de Lorient, car il manquait un but tout simplement à rendre cette soirée exceptionnelle du côté de Lorient, même si la victoire a été nette, mais ça n'a pas suffi. Donc on restera à l'affût pour savoir contre qui Metz gagnera, mais je ne serai pas aussi optimiste, je ne serai pas très optimiste sur le fait que Metz gagne les barrages Ligue 2. Parce que ils ont eu chaud, pour le coup ils ont eu très très chaud, ça s'est joué à un but pour le coup. Donc attention. Et c'était tout pour ma part concernant la Ligue 1. Si l'un de vous veut ajouter quelque chose éventuellement, la parole est à vous.
Moi non, personnellement, enfin, vite fait, assez content de voir ce qu'a fait Brest au final, parce que je les avais vus mi-décembre à la Beaujoire. Donc voilà, personnellement, je suis pas, enfin, je suis surpris qu'ils aient tenu, mais sur la saison, je suis pas surpris qu'ils soient, mais qu'ils terminent troisième. Donc voilà, bravo à eux. Puis on va dire qu'ils aussi profitent des entre guillemets des faiblesses des Lyon, des Marseille, des Rennes. Donc voilà, bravo à eux. Je sais que ça va faire grincer beaucoup de personnes dans le monde du football. Mais moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid, donc bravo à eux pour le coup. Ok, d'accord. Pas de problème là-dessus, hein, mais c'est vrai que pour moi, pour Brest, franchement, je suis content hein, qu'ils aillent en Ligue des Champions. Je suis vraiment content, surtout qu'ils y aillent direct. Après, attends, c'est vrai que ça va être dur en termes de joueurs. Peut-être qu'ils vont sûrement ils vont perdre des joueurs, mais en soi, c'est bien, c'est bien. Ça, moi de mon côté, je m'en fous en gros de l'équipe. Elle travaille bien, elle est récompensée. C'est ça qu'il faut. On n'est pas dans des constructions d'équipes brinque-ballantes où c'est bancal. Ils ont bien travaillé, ça a porté leurs fruits, c'est cool. Gérone a bien travaillé, ça a porté ses fruits, c'est cool. Bologne a bien travaillé, ça a porté ses fruits, c'est cool. Aston Villa a bien travaillé sous Emery, ils ont récolté certaines choses, c'est cool. Bon, ça n'a pas réussi en Ligue Europa Conférence, mais au moins, ça a bien travaillé. Ils sont en Ligue des Champions, ça faisait quasiment plus, je ne sais combien d'années, plus d'une vingtaine d'années qu'ils n'avaient pas joué cette compétition-là. C'est cool. Stuttgart l'année dernière, ils étaient plus bactères, ils étaient pas très loin de jouer la relégation. Cette année, ils ont bien travaillé, ils jouent les... Oui, ok, on pourra dire que Guirassy fait la saison de sa vie, hein, voilà. Mais ils ont bien travaillé, ils sont en Ligue des Champions, ils finissent même vice-champions. Leverkusen et Stuttgart, qui étaient en difficulté l'année dernière, aujourd'hui sont champions et vice-champions. Pour dire, tu travailles bien, ça paye. Tu travailles bien, ça paye. Et moi, c'est ça que j'aime. Quand tu fais n'importe quoi, tu es dans des constructions trucs et que c'est bancal, voilà, à un moment ça tu payes. Tu payes. Tu le payes et Brest, c'est bien qu'ils soient en Ligue des Champions. Et c'est bien qu'ils finissent surtout directement en Ligue des Champions. Et n'en déplaise à tous les spécialistes qui disent oui, mais si Brest ils sont en Ligue des Champions, c'est que donc derrière, c'est le niveau du championnat qui fait. Ouais, mais non, en fait, parce qu'il y a eu des surprises déjà tous les gros championnats, ça récompense les gens qui travaillent bien, tout simplement. Quand c'est une équipe, je veux bien l'entendre, mais c'est une équipe, au moins une équipe en Espagne, deux équipes en Allemagne, une équipe en Angleterre. Bon, Aston Villa n'est pas pauvre hein, en soi, mais Aston Villa, c'est pas Manchester United, c'est pas Chelsea en termes de moyens. Donc quand même. Mais t'en as en Angleterre, t'en as en Espagne, t'en as en Italie, t'en as en Allemagne, t'en as aussi en France. C'est que, à un moment donné, je veux bien, mais plusieurs, c'est que il y a quelque chose. Il y a eu du taf de fait quand même. On peut pas tout le temps dire c'est la chance. Non, c'est que ça. Quand c'est plusieurs fois, plusieurs équipes et dans différents championnats, c'est qu'il y a une sorte, il y a une récurrence. C'est que voilà, il y a eu des, il y a eu du bon taf tout simplement. Et que ça continue ainsi, que l'année prochaine nous apporte aussi d'autres équipes travaillant bien et qu'elles puissent être elles-mêmes récompensées. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je souhaite. Et j'espère que Brest ne perdra pas trop de plumes en Ligue des Champions parce que ça pourrait justement, malheureusement... Oh, le premier but de Brest est magnifique. Ouh, quel enroulé. Nettoyage de lucarne. Enfin, voilà. C'était tout ce que je voulais dire concernant notamment la Ligue 1. Et un peu les autres championnats, puisque cette partie-là sur Brest touche aussi d'autres équipes virtuellement dans d'autres championnats, donc j'ai voulu faire le parallèle.
si vous avez un dernier mot à dire avant de pouvoir clôturer la première partie du 49e épisode, avant que nous passons à la seconde partie qui aura lieu demain avec Camille qui sera là du coup, puisque Metz ne joue pas 2 jours d'affilée. Voilà, si vous avez un mot, dites-le, n'hésitez pas. Non, moi perso, j'ai rien à rajouter. Pareil. Donc demain on s'attellera de parler de ce qui s'est passé en Allemagne, notamment en Bundesliga 2 également. Oui. Également pardon, pas en Angleterre, nous l'avons déjà évoqué, mais plutôt en Espagne. Également en Espagne, tout simplement. Sur ce, chers auditeurs, chères auditrices, passez une excellente fin de soirée. Ou bon début de soirée pour ceux qui vont faire la fête, hein, puisque demain c'est férié. Je pense que certains d'entre nous ne travaillent pas. Donc à ceux qui vont faire la fête, faites la bonne fête, bonne soirée, buvez avec modération et pas trop de danger sur la route. Et ceux qui s'endorment, donc bonne fin de journée. À demain. Nota bene. Il y a également une petite erreur, puisque le classement avait été mal ajusté. Alors, en Ligue 1, pour l'année 2023-2024-2025, le 5e et le 6e de Ligue 1 sont directement qualifiés en Europa League. Le 7e est lui qualifié en Conference League. Donc, excusez-moi, Lyon termine en Europa League, Lens termine en Conference League. Lyon a doublé Lens, et donc Lyon 6e finira en Europa League, et Lens 7e finira en Conference League. Voilà, c'était la rectification que je devais faire. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, La Table Ronde, sur Twitter, La Table Ronde 777, sur Instagram, La Table Ronde 2 fois tiré du 8.